Bonjour à tous, je m'appelle Adam Shannon et aujourd'hui je vais vous présenter mon TIPE intitulé Cieux de papier, les secrets dévoilés des avions en origami. Un sujet TIPE qui m'a permis d'avoir la note d'à peu près 16, plus exactement 15,7 dans mon épreuve de TIPE dans les concours français. Ainsi, qui va bien sûr résoudre la problématique suivante, celle de comment optimiser le vol d'un avion en papier, tout en respectant les règles de l'art japonais de l'origami, c'est-à-dire qu'on va chercher à plier un avion en papier à l'aide d'une feuille standard A4 sans rajouter ni découper du papier. Ainsi, nous allons commencer d'abord par introduire notre sujet, puis ensuite expliquer la dynamique du vol pour comprendre pourquoi notre avion devrait voler. Ensuite, nous mènerons une étude statistique qui nous permettra de choisir un modèle de base sur lequel nous baserons toute notre étude. Nous allons nous intéresser aussi à la relation entre angle d'attaque, c'est-à-dire angle que forme le museau de notre avion en papier avec l'horizontale, et la portance, une force qui permet le vol de notre avion. Nous remarquerons ensuite le problème du roulis qu'on va chercher à résoudre à l'aide d'une identification de son origine et d'un changement structurel qui permettra de minimiser son importance. Pour enfin conclure notre sujet. Et donc, tout a commencé lorsque ma petite sœur m'avait demandé les raisons pour lesquelles son avion en papier ne marchait pas. Il ne volait même pas des distances supérieures aux 2 mètres. Et donc, pour cela, il faudrait d'abord comprendre, bien sûr, pourquoi notre avion, il vole. Ainsi, la principale force qui vient qui permet à notre avion en papier de voler, c'est ce qu'on appelle la portance. La portance, c'est une force qui vient contrer l'action du poids de notre avion, ici qui est de l'ordre de G fois 5 grammes, donc aux alentours de 5 fois 10 à la puissance moins 2 newtons, pas très grand, et donc permettra le vol et résistera à la chute de notre avion en papier. Toutefois, une nouvelle force se crée lors du déplacement de notre avion dans les airs, c'est la force de traînée, une force résistante qui vient contrer la vitesse, pas contrer la vitesse, mais diminuer la vitesse, et donc résiste au sens du mouvement de notre avion en papier. Ainsi, ici, on pourra comprendre que notre avion en papier, il se déplace ici, et donc dans le sens opposé de la force de traînée. Ainsi, on comprend vite que pour avoir un très bon vol, il faudrait jouer sur deux paramètres. Essayer d'abord de créer une portance suffisante qui permettra de contrer l'action du poids, mais aussi essayer de minimiser la traînée pour pouvoir créer un avion en papier qui volera de longues distances. Ainsi, nous comprenons très vite pourquoi l'avion de base, celui de ma petite sœur, échouait son vol. Il adoptait une géométrie beaucoup plus trop compacte et donc favorisant la traînée, mais aussi il possédait des ailes beaucoup trop petites, incapables de fournir la portance suffisante à notre avion en papier. Ainsi, nous allons nous intéresser à trois prototypes, trois modèles de base sur lesquels nous ferons une étude statistique. Le choix de ces trois modèles n'est vraiment pas anodin. Le premier est fait de manière à avoir un fuselage, un museau trop étroit, beaucoup plus étroit, et donc qui permettra de minimiser un peu la traînée, puisqu'il coupe l'air de manière beaucoup plus fluide. Ici, nous avons un deuxième modèle ayant des ailes beaucoup plus grandes, beaucoup plus volumineuses, si on veut, beaucoup plus grandes, qui permettront de fournir une portance suffisante pour contrer notre avion, notre
le poids de notre avion en papier. Et un troisième modèle qui rassemble un peu des deux premiers. En effet, il a un fuselage quasi identique au premier modèle et une surface d'aile beaucoup plus grande. Toutefois, pour récolter toutes nos données, nous avons construit un prototype lanceur d'avion en papier. Et donc, notre prototype comporte deux compartiments. Un premier, celui de dessus, qui comporte un élastique accroché avec des punaises et donc qui vient s'étendre et donc attaquer notre avion d'arrière pour le propulser dans les airs. Et un deuxième compartiment, celui dessous, qui est lié au premier à l'aide d'une liaison pivot que nous avons faite avec à l'aide de punaises de fauteuil. Et donc ainsi nous pourrons contrôler l'angle d'attaque de notre avion en papier. Et ici par exemple, on pourra voir que notre avion est lancé dans un certain angle. Ainsi, ici, nous avons quelques images d'une vidéo que j'ai prise lors du décollage d'un avion à l'aide de notre dispositif. Ici, nous avons l'intérêt de notre dispositif est de lancer d'effectuer tous les lancers à l'aide des mêmes conditions initiales. En effet, j'avais étendu notre élastique de la même distance que j'ai marquée à l'aide de la distance du compartiment de saut. Aussi, nous avons effectué tous les lancers dans le même angle, celui de 15 degrés. Et donc, après avoir effectué 150 lancers, soit 50 lancers par modèle, nous avons récolté les données suivantes que nous retrouvions après en annexe. Euh, et donc, en annexe, et là, on les a récoltés et regroupés dans un histogramme. Nous remarquons qui, bien sûr, modélise le nombre de lancers qui a pu traverser une certaine distance. Par exemple, pour le troisième modèle, ce rectangle-là nous montre que 11 lancers ont pu traverser une distance comprise entre 330 cm et 380 cm. Nous remarquons aussi que la forme générale de notre histogramme ressemble pas mal à la courbe d'une gaussienne, et donc ce qui pourrait nous lancer dans une étude statistique ou d'un modèle statistique normal, de loi normale, de densité de probabilité, de loi normale. Donc deux remarques qu'on m'avait fait lors de mon passage. La première, c'est qu'on m'avait demandé les incertitudes liées aux mesures effectuées. Pour répondre à la question, bien sûr, j'avais effectué les mesures à l'aide d'un décamètre, et donc pour trouver l'incertitude, il fallait trouver la plus petite graduation. Ici, c'était de l'ordre d'1 centimètre, et de la diviser par racine de 12. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné la méthode. Toutefois, j'ai signalé le manque d'intérêt de calcul d'incertitude. Pourquoi? Tout simplement puisque ici, nous n'avons pas de valeur précise. Nous nous intéressons à des plages de distance, et donc l'intérêt de l'incertitude perd tout son sens. C'est pourquoi donc ici c'était une remarque du jury plus ou moins intéressante, je dirais, et donc à laquelle il fallait trouver une bonne réponse pour pouvoir bien sûr avoir mener une discussion scientifique et de montrer que vous avez bel et bien conscience du protocole expérimental, et que en fait certes pour des mesures euh, précises, il faut avoir des incertitudes, mais puisqu'ici on travaille sur des plages, le principe d'incertitude perd tout son sens. Ainsi, comme nous avons déjà dit que nous allons
une autre remarque qu'on m'avait fait au CNC, c'était qu'il fallait mettre les données récoltées à côté des histogrammes. Je trouve pas vraiment ça intéressant, comme le fait qu'ils soient là ou qu'ils soient en annexe. Je trouve ça, bon, c'était pas très intéressant comme remarque. C'est vrai, je trouve. Donc bah, comme nous avons déjà dit, d'après la forme des histogrammes, nous allons modéliser la distance parcourue par nos avions en papier à l'aide d'une courbe gaussienne. Et donc pour ce faire, nous allons nous intéresser au calcul de deux grandeurs, la moyenne et l'écart type de grandeur qui permettent caractéristiques qui permettent de tracer ou de trouver la densité de loi de probabilité normale ou qui permet de tracer la courbe gaussienne. Et donc là, nous avons retrouvé deux valeurs. Une remarque qu'on m'avait faite, très très intéressante lors de mon passage au concours français, c'est le choix du nombre de chiffres significatifs. En effet, puisque mes valeurs, les valeurs que j'avais prises étaient du centimètre étaient mesurées avec du centimètre sans virgule, il fallait prendre une moyenne sans virgule aussi. Et donc de ne pas prendre quatre chiffres significatifs après la virgule, et donc d'avoir par exemple pour cette première moyenne la valeur de 475 et non pas cette valeur là. Une autre remarque que je trouve vraiment inintéressante au concours du CNC, c'était qu'il fallait apparemment donner les relations qui m'ont permis de calculer la moyenne et l'écart type, sachant que normalement un logiciel pourrait les calculer directement dans un premier lieu, et en deuxième lieu c'est des connaissances assez bon basiques, je dirais. Par contre, pour ceux qui ne voient pas vraiment comment calculer, une moyenne se calcule pas en faisant la somme de toutes les valeurs et en divisant par le nombre de valeurs qu'on a. Et un écart type se trouve à l'aide de deux valeurs qu'on va retrouver. D'abord la moyenne des carrés de nos valeurs, et donc prendre toutes les valeurs, les faire leur carré, et puis sommer les carrés et diviser par le nombre de valeurs. Et une autre grandeur, c'est le carré de la moyenne. Et donc, pour retrouver l'écart type, il faudrait faire la racine de la moyenne des carrés moins le carré des moyennes. Valeur qu'on retrouve dans les probabilités, dans tous les cours de probabilité. Donc, voilà. Donc, après avoir effectué les études, nous retrouvons les figures suivantes. Ce sont des courbes gaussiennes modélisées qui modélisent la distance parcourue en centimètres des trois modèles, modèle 1, 2 et 3. Et donc là, ce qu'on remarque, que pour le premier modèle, il a eu une grande moyenne, et donc il a pu traverser des distances beaucoup plus grandes qu'aux deux derniers modèles. Toutefois, une remarque assez judicieuse, c'est que l'écart type des deux derniers modèles, c'est-à-dire la distance entre les deux points d'inflexion, est beaucoup plus petite que le premier modèle. Et donc, si on cherchait à prédire la distance parcourue par notre avion, il vaudrait mieux choisir les deux derniers modèles. Toutefois, ce qu'on recherche à optimiser ici étant la distance parcourue par notre avion ou la distance de vol de notre avion en papier, nous allons nous intéresser comme modèle de base au premier modèle que nous retrouvons ici, la manière la manière pour plier ce modèle-là. Ainsi, il faudrait bien sûr remarquer que le modèle que nous avons retrouvé ici étant le modèle qui minimise le plus la traînée, nous avons choisi d'essayer d'augmenter sa portance. Et donc, nous allons nous intéresser à la force de portance donnée par 1 demi ZC, ZC coefficient de portance, ρ la densité de l'air, S la surface de nos ailes,
et V la vitesse de notre avion. Et donc, la relation entre portance et coefficient de portance, puisque c'est les autres paramètres sont des bah, pour notre avion sont des paramètres assez constants et que qu'on ne peut pas vraiment et qui ne sont pas constants pardon mais qui sont incontrôlables pour nous. Alors ainsi, nous allons nous intéresser, comme nous avons déjà dit, à la relation entre coefficient de portance et portance. Et donc, on remarque que si on augmente le coefficient de portance, on augmente ainsi la portance. Et aussi à la relation entre l'angle d'attaque et le coefficient de portance. Et ainsi, faire un lien direct entre portance et angle d'attaque. Et donc, ici, nous remarquons, nous avons ici une courbe qui montre, c'est un profil qui se retrouve à l'aide d'une soufflerie, c'est-à-dire dispositif expérimental qui permet de calculer le coefficient de portance pour quelques valeurs d'angle d'attaque. Et là, c'est un profil assez classique qu'on retrouve dans quasi toutes les formes. Et donc, on voit que notre coefficient de portance est une fonction quasi linéaire de l'angle d'attaque. Euh, Au-dessous d'une certaine valeur. Au-delà de cette valeur-là, le coefficient de portance commence à décroître. C'est ce qu'on appelle le décrochage. Ici, j'ai trouvé depuis le livre de Robert F. Stengel, nommé Flight Dynamics, les relations suivantes théoriques des coefficients de portance, ici de la pente du coefficient de portance. Pour En annexe, vous allez trouver le nom de chaque coefficient, de chaque paramètre. Et donc, si vous cherchez à mieux comprendre la signification de chaque paramètre, vous n'allez qu'à chercher le nom mentionné en annexe. Ainsi, nous allons nous intéresser, nous allons choisir de nous restreindre seulement à l'intervalle entre 0 et 17 degrés. Puisque on cherche bien sûr à éviter le décrochage. Il faudrait signaler aussi que cette courbe a été tracée dans dans un cadre où le flux de l'air est laminaire. Le flux, on appelle ça comment? Le Non, j'avais oublié. Mais j'ai oublié le nom. Non. L'écoulement. Là, dans un écoulement d'air qui est assez laminaire, c'est-à-dire bon, chercher c'est quoi laminaire? Laminaire qui n'est pas turbulent. Donc, on essaie d'éviter la turbulence. Et là, dans cette zone-là, il y a de la turbulence. Et donc, si on vous demande sur le nombre de Reynolds, par exemple, du traçage, vous pouvez esquiver la réponse si vous voulez. Par contre, vous pouvez répondre aussi que il devrait être moins de 2000 et donc ce qui montre que forcément l'écoulement il est laminaire. Et donc là, en appliquant un PFD et bien sûr en choisissant des projections, ici nous retrouvons quatre dérivés temporels qui permettront de mieux comprendre la dynamique de notre vol. Et donc nous avons ici quatre paramètres, quatre dérivés que nous allons intégrer à l'aide d'un programme Python. J'ai retrouvé ces quatre équations depuis la source de Flight Dynamics de Robert F. Stengel. Il n'avait pas vraiment expliqué d'où il a ramené ces équations-là. Par contre, je pense il est quasi, il est bon. Ces quatre équations sont un résultat direct de l'application du PFD. Bien sûr, on pourrait se demander si le référentiel il est galiléen. L'application du PFD a été faite dans un référentiel galiléen.
Par contre, elle a été projetée dans un référentiel non galiléen. Et donc là, si on vous demande par exemple quel est le référentiel, bah, c'est le référentiel terrestre. Toutefois, les projections là sont faites dans une base de projection et non pas dans un référentiel. Ainsi, on pourrait ne pas nous intéresser bien sûr à la force d'inertie d'entraînement et la force d'inertie de Coriolis. Pourquoi le référentiel terrestre est légitime comme référentiel galiléen? Bah, simplement puisque la durée de notre vol, elle est très 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 petite comparée à une journée, c'est-à-dire la période de révolution de la Terre autour de son axe. Ainsi, nous retrouvons bien sûr ces quatre équations. Pour la vitesse ou l'accélération, nous avons choisi, on a tout simplement pris la projection de la projection du PFD sur l'axe sur la direction sur la droite où il y a toute la force de traînée donnée par cette forme-là, bien sûr qu'on a divisé par m puisqu'il y a un m ici du PFD, et là une dérivée temporelle de l'angle d'attaque qu'on a retrouvé en divisant la vitesse, la dérivée de la vitesse verticale où c'est en fait c'est l'axe de l'importance. Donc on a pris la projection sur l'axe de l'importance et on a divisé par la vitesse par la vitesse. Donc on a ce qui donnera un tangente, et là le tangente on l'a approximé par un gamma puisque on travaille dans une plage de 0,17 degrés en radian, c'est très petit comme valeur, et donc ce qui montre qu'il est très légitime de faire l'approximation suivante, approximation qui nous aidera beaucoup à tracer les courbes. Aussi, là, c'est une dérivée de l'altitude qu'on retrouve bien sûr c'est tout simplement la projection sur l'axe vertical de la vitesse, et la distance, bien sûr, dérivée horizontale sur l'axe de la vitesse. Et donc après avoir écrit un programme Python, nous retrouvons les figures suivantes. Donc ici nous avons vitesse, angle d'attaque, altitude et portée ou distance par rapport au temps. Et les premières, ici nous avons le tracé pour plusieurs angles. Celui en rouge c'est le plus grand angle, celui en bleu c'est le plus petit. Et donc nous remarquons qu'une fois on augmente l'angle d'attaque, l'altitude dans un premier lieu elle augmente aussi. Toutefois, nous remarquons aussi une décroissance très rapide de l'angle d'attaque qui entraîne la chute et la décroissance de l'altitude de notre avion en papier. Ce qui pourrait expliquer pourquoi la distance parcourue pour tous les angles est quasi constante. Ainsi, donc les remarques qu'on a fait, l'altitude augmente avec l'angle d'attaque, mais aussi l'angle décroît rapidement si l'angle de lancer est grand. Ainsi, pour résoudre le problème ou pour optimiser le vol de notre avion, nous devrons lancer l'avion avec un angle maximal de 17 degrés. Toutefois, il faudrait contrer la décroissance de l'angle d'attaque. Et donc, pour cela, nous avons choisi la solution technique suivante, celle de recourber un peu plus l'arrière de notre avion en papier. Donc voilà, on le recourbe un peu. Pour que, une fois notre avion a des vitesses assez significatives, l'air vient attaquer l'arrière de notre avion. Et donc, cette petite modification agit comme une sorte d'ascenseur qui vient bien sûr redresser notre avion en papier. Une remarque très intéressante, c'est que lorsque j'effectuais mes essais, une fois on amplifiait la courbure de notre avion, on retrouvait un mouvement quasi parabolique, et donc au lieu d'une certaine stabilisation que j'essaie de vous montrer ici à l'aide de la souris, donc de faire comme ça,
et donc stabilisé, notre avion faisait un mouvement parabolique. Et donc ce mouvement, il était dû à la grande courbure de notre avion en papier. Je voudrais refaire réfère pardon à une vidéo sur YouTube, euh, celle de bon, cherchez avion en papier, vous la retrouverez. Et là, c'est tout le principe est expliqué là-bas. Donc, après avoir effectué 10 lancers par avant et après la modification, nous avons, à l'aide de la même manière que lancer, qu'aux autres lancers. Ici encore, il faudrait être un peu plus vigilant avec le nombre de chiffres significatifs. Toutefois, ici l'incertitude est beaucoup plus légitime. Et donc ici, puisque on ne s'intéresse pas à des plages, mais à des moyennes et à des portées ou à des lancers, à des distances exactes, il faudrait faire un calcul d'incertitude. Et donc on remarque que notre distance, elle, de vol augmente, la moyenne augmente, et la portée maximale augmente aussi d'à peu près 95 centimètres. Et donc, comme en guise de conclusion, le vol a bel et bien été optimisé. Toutefois, lors de nos lancers, nous avons remarqué que nos avions, il effectuait un mouvement de rotation. C'est ce qu'on appelle le roulis. Et donc là, par exemple, on voit que notre avion commence et là, à un certain moment, la partie du dessous devient au-dessous. Donc, notre avion effectue une rotation qui minimise et qui défavorise notre vol. Donc, pour résoudre le problème, nous allons nous intéresser bien sûr à son origine. Ici, la principale origine du problème du roulis, c'est l'asymétrie l'asymétrie du pli, et donc on cherchera toujours à faire ou à plier des avions très symétriques, mais aussi à, au fait que le vent est assez aléatoire et que parfois le vent vient appliquer une force beaucoup plus importante sur une partie que sur une autre. Et donc une fois une force est beaucoup plus importante sur une partie qu'une autre, un moment de rotation s'initie et, et donc euh, notre avion en papier commence son mouvement de rotation et donc induit au phénomène d'instabilité du roulis. Et donc, pour résoudre ce problème-là, nous avons choisi la solution technique suivante, celle de recourber, de minimiser un peu l'angle entre les deux ailes, afin de créer une certaine chambre à air. Donc, il vient piéger l'air pour que, une fois nous avons une inégalité de force qui entraîne le mouvement du roulis, l'air piégé à l'intérieur de notre avion attaque l'aile qui commence sa rotation et donc crée une autre force qui vient contrebalancer la première et donc créer une certaine forme, une certaine forme d'équilibre, pardon, qui vient restabiliser notre avion. Et donc comme ça, on pourra minimiser un peu le phénomène du roulis. Et donc comme vérification, nous avons fait, nous avons ici nous avons bien sûr diminué la distance entre l'angle pardon entre les deux ailes et nous remarquons bien sûr pardon, que ici, notre avion en papier commence ou initie son mouvement de rotation. Toutefois, à un certain angle, notre avion reprend sa valeur ou sa forme initiale. Et donc ici, il reprend sa position initiale et donc on voit bel et bien que notre avion se stabilise. Ainsi, en guise de conclusion, nous avons choisi un modèle adéquat
à l'aide d'une étude statistique. Ensuite, nous avons optimisé le vol à l'aide de la relation entre angle d'attaque et bien sûr portance. Et ensuite, on a identifié et puis éliminé le problème du roulis. Une remarque que j'avais oubliée, là, donc ici, l'importance. Donc il faudrait voir et s'intéresser aussi à l'influence de l'angle d'attaque sur la traînée. En effet, euh, lorsqu'on augmente l'angle d'attaque, la traînée augmente aussi malheureusement. Toutefois, le coefficient de portance est toujours 100 fois plus grand que le coefficient de traînée. Et donc, d'une certaine manière, même si on augmente la traînée, le rapport ajouté à la portance reste beaucoup plus indicatif. Et donc là, on sacrifie un peu de notre traînée pour, euh, pour augmenter notre portance. Et donc pour finir, voilà nos annexes. Donc ici, nous avons d'abord pris, on a pris de la bibliothèque SciPy.integrate la fonction Odint qui va permettre de. Bon, vous pouvez comprendre cela à l'aide de ChatGPT. C'est il vous expliquera ça mieux que moi. Mais là, il y a des constantes, il y a le nom des constantes. Aussi, il y a les constantes, on a défini toutes les constantes là. Puis les conditions initiales, d'autres conditions initiales. Là, pour les différents, là, on a les différents angles pour les traçages. Donc, on a pris 0, 5, 10 et 15 degrés. Là, on a défini la fonction qu'on va essayer d'intégrer. On a défini les quadifs. Et puis ici, où est la souris? Et donc ici, nous avons intégré on a intégré les équations différentielles et donc afin de les résoudre. Et là, nous avons ici un programme qui permet le traçage en grille donc de chacun des 4 paramètres. Voilà. Et là, nous avons les valeurs d'énoncés que nous avons fait. Bon, quelques remarques pour le TIPE. Euh, Attendez-vous à toutes les questions possibles. Parfois, ils sont très. Ils n'ont aucun rapport avec le sujet. Par exemple, moi, on m'avait demandé quelle est l'autre motivation que celle que vous avez donnée. Et là, soyez créatif. Moi, j'ai trouvé une autre réponse, par exemple, que l'aérodynamisme m'intéressait beaucoup. Même si c'est pas le cas, mais il faut le dire, il faut mentir, c'est comme ça. Une autre question, c'était, on m'avait demandé quels sont quel est l'intérêt ou par exemple si cette étude m'avait répondu à quelque chose ou quel est l'intérêt de cette étude, même si c'est clair. Bon, on vous demande ça, on essaie de vous déstabiliser. J'avais un jury qui au concours français qui ne cessait de paraître inintéressé, de faire semblant qu'il ne s'intéressait vraiment pas à ce que je disais. Toutefois, la note montre le contraire. Ne soyez pas déstabilisés, continuez votre présentation, même si le jury pourrait paraître des jurys a commencé à dormir, ce qui est, moi je trouvais ça irrespectueux, mais juste soyez fort, présentez, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans votre TIPE, et vous n'avez pas à être déstabilisé. Voilà. Aussi, essayez de trouver vous-même, de vous critiquer vous-même afin de trouver toutes les failles de votre TIPE. Une fois le projet fini, essayez de faire plusieurs simulations, demandez à vos profs. Je pense pas qu'ils vont vous refuser cela. Aussi, euh,
Une autre question, par exemple, on m'avait demandé que si on m'avait donné un an de plus, quels seraient les aspects que je vais m'intéresser encore plus, quels seraient là, qu'est-ce que je vais ajouter à mon étude? Là aussi, il faut être créatif. Moi, j'ai donné une réponse assez banale. Je disais tout simplement que j'allais m'intéresser plus aux paramètres et que j'allais m'intéresser à la relation entre entre les vrais avions commerciaux et les avions en papier, tout ça. Aussi, une autre remarque très intéressante, c'est qu'il faudrait donner de la valeur à son projet. Dites-vous que vous avez travaillé beaucoup, donc ne laissez personne vous déshumaniser, descendre, ou pas descendre, mais dévaloriser votre travail, puisque c'est un travail, vous l'avez fait. Euh, Faites-en l'éloge. Dites que vous êtes fier de votre travail, que vous avez fait ça tout seul, que vous avez fait beaucoup de recherches, que vous aimez faire, que vous avez aimé faire cela, et Inch'Allah, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et voilà, je vous quitte. J'espère que je vous ai que je vous ai aidé un peu. Et bon courage pour la suite. J'espère que tout se passera très très bien. Voilà, je vous dis Allah يسر لكم ومعكم bye bye. Très bien. Et merci pour votre attention. Bon, j'espère que vous avez bien aimé.